ma question est de savoir c'est quoi la stratégie data centrée. Quand on a une stratégie data centrée, en vérité, ce qu'on veut dire, c'est que avant de prendre une décision, avant d'orienter l'entreprise vers une direction précise, on se rassure au fait que les données appuient la décision. Bonjour, bienvenue dans Data Talk. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de data ingénieur. Et ce qui m'avait le plus marqué, c'est qu'il a parlé de préparer, interpréter et modéliser. Et aujourd'hui, avec moi, nous allons parler de l'interprétation. Lui nous avait parlé de la préparation des données et nous allons parler de l'interprétation. Mais cette interprétation que nous allons parler aujourd'hui, nous allons le faire plus dans le domaine de marketing. Comment cette interprétation se fait et aussi de manière assez large. Et les gens qui s'occupent de l'interprétation, on les appelle de data analysts. Aujourd'hui, je suis avec un géant, toujours comme d'habitude, et je le laisse se présenter. Bonjour, moi c'est John Kayangi. Je suis ingénieur en intelligence artificielle diplômé à l'Université protestante au Congo. Et actuellement, je travaille dans une entreprise de la place en tant que chef de produit et data analyst. Merci beaucoup, Monsieur John. La première question avant de commencer, c'est de savoir c'est quoi ou c'est qui un data analyst. Selon vous, si vous pouvez vous définir, c'est qui un data analyst? Un data analyst, surtout dans un contexte professionnel, c'est cette personne, c'est ce rôle de la personne qui est chargée d'interpréter les données afin d'aboutir à une décision managériale, une décision business plus tard. Et son travail commence lorsqu'on lui fournit des données. Lui, il fouille à l'intérieur des données, il essaye de faire plusieurs agrégations, plusieurs types d'analyses pour aboutir en fait à un résultat qu'il va transmettre. Ce sera une information, ce sera un insight pour orienter des décisions managériales. Okay. Donc, s'il prend les données, il interprète les données pour des décisions managériales. Exactement. Donc, si je comprends bien, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les données. Il est dans l'entreprise de prendre des données, de prendre des décisions, mais sur base des données. Exactement. Je comprends bien, ok. Et qu'est-ce qu'il fait au quotidien, si je peux le dire ainsi? Surtout dans le domaine de marketing, qu'est-ce qu'un data analyst fait au quotidien? Ok. Dans le quotidien du data analyst, vous allez remarquer que, premièrement, dans l'entreprise, il y a plusieurs sources de collecte de données. D'autres équipes se chargent, c'est souvent les équipes de data ingénieurs, se chargent de collecter des diverses sources, parce que déjà, au niveau du marketing, on déploie des produits, on déploie des services. Maintenant, ces services sont générateurs d'informations, sont générateurs de données. Du coup, afin de comprendre ce qui se passe sur le marché, on a besoin du data analyst qui viendra regarder la situation sur le marché, la situation de chaque produit, afin de tirer des enseignements pour savoir s'il faut corriger, s'il faut améliorer quelque chose, s'il faut réorienter la stratégie business de la boîte. Et cela passe par différentes méthodologies et outils qui sont souvent dans le quotidien du data analyst. Je trouve quelles sont ces méthodes et ces outils. C'est vrai, peut-être après on parlera des outils, mais brièvement. Les méthodes et les outils, je préfère surtout parler des outils pour orienter le plus de monde. En termes d'outils, techniquement parlant, vous avez des outils, des monitoring, ou encore, je pourrais dire, des outils de reporting. Un data analyst dans une entreprise est quelqu'un à qui on va demander des comptes sur le rapport d'activité d'une entreprise. Si l'entreprise a eu un problème ou pas, c'est vers le data analyst qu'on va se tourner, vers son dashboard, qui souvent, on lui demande d'automatiser. C'est souvent des reporting automatisés afin d'assurer ce qu'on appelle dans le jargon du big data la vélocité. La vélocité, c'est quand, par exemple,
vous avez, vous avez plusieurs abonnés sur le marché. Vous avez par exemple 10 millions d'abonnés sur le marché. Maintenant, vos 10 millions d'abonnés sur le marché génèrent des informations. Quand ils utilisent vos produits, ils génèrent une certaine quantité d'informations. Du coup, il faut être capable de collecter rapidement ces informations et de les analyser rapidement et de les interpréter rapidement afin de réagir rapidement par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, c'est le côté de la vélocité. On compte beaucoup sur le data analyst pour qu'en tant qu'entreprise, nous soyons capables de réagir rapidement s'il y a un problème sur le marché, de réagir rapidement s'il y a une opportunité sur le marché. Donc, du coup, dans le côté du data analyst, il aura besoin d'utiliser certains types d'outils. Déjà, en amassant toutes ces quantités d'informations, il va construire des dashboards ou encore des reporting automatisés qui seront très simples à mettre à jour, qui permettront même de suivre les activités du marché en temps réel, afin de pouvoir réagir rapidement et de prendre des décisions business. En dehors des outils de reporting qu'il peut mettre en place, il peut encore concevoir d'autres types d'analyses qui sont ponctuelles par rapport à la situation, des analyses comme par exemple l'évaluation des actions qui ont été faites, afin de sortir des éléments spécifiques, des enseignements concrets pour soit corriger s'il y a un problème ou soit acter que le produit, le lancement a fonctionné comme on l'avait défini au départ. Quelles sont les compétences métiers et techniques que doit avoir un data analyst? D'ailleurs, bon, je ne sais pas si je dois déjà entrer par là, parce que généralement, on dit qu'un data analyst doit connaître un métier. Je donne l'exemple. Un data analyst, on n'est pas data analyst, juste data analyst. Il faudra quand même se baser sur le métier avant de pouvoir analyser. Maintenant, la question, c'est quelles sont les compétences métiers à avoir et quelles sont les compétences techniques à avoir. Oui, surtout dans le domaine de la data, nous avons cette nécessité et cette, j'ai envie même de dire, cette urgence de comprendre les données qu'on est en train d'exploiter. Du coup, un data analyst qui est dans le secteur bancaire, c'est un peu différent d'un data analyst qui est dans le secteur du télécom, parce que cette expertise métier est toujours quand même importante. Alors, certaines boîtes dissocient les deux rôles. Ils ont une compétence totalement technique, une autre compétence qui est métier, qui vont travailler maintenant ensemble en synergie afin de produire un travail de qualité. Mais dans la plupart des cas, c'est souvent quelqu'un qu'on demandera d'avoir les deux casquettes. Il peut commencer par avoir un profil purement technique. Ensuite, il aura un temps d'induction pour comprendre les termes métiers, afin de mieux comprendre les définitions de chaque donnée qu'il a besoin d'exploiter et d'analyser. Et cela lui permettra au final d'avoir des enseignements ou encore des informations utiles qui sera même bien retranscrire, transmettre au management afin de prendre des bonnes décisions managériales. Maintenant, vous avez demandé les compétences techniques. Techniquement parlant, je peux citer les probabilités et les statistiques. Maîtriser les statistiques pour un data analyst, c'est sine qua non, je dirais. Donc, il n'y a pas de data analyst sans statistiques. Par défaut, c'est d'abord, je peux mentionner cette compétence-là. Au-delà de maîtriser les statistiques, maîtriser des notions de probabilité, c'est aussi important. J'ai envie de couper un peu juste pour dire, Ouais. mes étudiants qui me suivent, beaucoup posent des questions. Pourquoi statistique? Pourquoi proba? J'espère que vous avez la réponse. Continuez. Ouais, exactement. Bon, ça, je peux aussi l'avouer, beaucoup d'étudiants ont tendance à négliger les cours mathématiques, surtout quand ils font l'informatique. Certains pensent que ce sera juste du coding, etc. Mais alors que toutes ces notions sont quand même assez importantes. Les statistiques interviennent chaque jour dans mon métier. Chaque jour, je fais des stats et chaque jour, ça m'aide à prendre des bonnes décisions qui ensuite ont des vrais résultats, des résultats concrets où on peut même doubler le chiffre d'affaires d'un produit dans l'entreprise, d'une région ou d'une localité, etc. Donc, c'est vraiment important de maîtriser les stats. Les notions de moyenne, d'écart type, des variances, c'est assez utile quand on fait des analyses sur le marché, des analyses d'impact produit, etc. Donc, les probabilités aussi, c'est important.
Et en dehors de ces compétences à caractère mathématique, il y a des des compétences à caractère purement informatique, comme maîtriser un langage de programmation. Par exemple, ce que je citerai, c'est Python, ou même on peut aussi maîtriser le langage R pour faire de l'analyse des données. En dehors de maîtriser ces deux langages de programmation qui sont en vogue pour le moment, il y a des outils de reporting comme Tableau et Power BI qui sont assez importants. Mais je citerai quand même aussi l'outil Excel parce que de plus en plus, certes, de plus en plus, les entreprises grossissant se tournent vers ces outils de reporting qui prennent en compte les grandes ressources de données. Mais bien souvent, la transition vers ces outils s'est fait lentement. Du coup, Excel reste quand même un outil assez puissant, assez souvent suffisant pour certains types de cas d'analyse pour pouvoir produire des enseignements utiles. Mais pour aller plus loin, parce que Excel est limité, pour aller plus loin, on a besoin maintenant d'aller au niveau de ces outils, des reporting comme Tableau, Power BI et j'en passe. Comme j'ai l'habitude de dire aux gens, ne négligez pas Excel. Beaucoup pensent qu'Excel c'est seulement pour additionner 2 cases, mais ne négligez pas Excel, ça donne de l'argent, franchement, ça donne de l'argent. Beaucoup d'argent alors, donc ne négligez pas cet outil-là. L'autre question que j'aimerais vous poser, ça concerne quelles sont les données que vous manipulez au quotidien en marketing? Je sais que vous travaillez plus dans le domaine de marketing. Quelles sont les données que vous manipulez assez souvent? OK. Dans le domaine du marketing, les données qu'un data analyst manipule le plus, c'est souvent les données en rapport avec le produit qu'il est en train de gérer. Moi, en tant que chef de produit, lorsque je dois analyser mon produit, je dois regarder le volume de vente qui a été effectué, le revenu qui a été généré et même les activités des clients, soit même le temps d'utilisation ou encore les trafics générés par mon produit. Si c'est un site web, le trafic sur le site web. Si c'est autre chose, en tout cas, le nombre de fois que les gens utilisent. Et par ça, on peut déduire plusieurs autres informations, comme la fréquence d'utilisation de mon produit. Maintenant, toutes ces données me donnent des informations. En tant que data analyst, c'est mon rôle de m'assurer que je fais des analyses qui vont aider mon produit à évoluer. Le mois passé, par exemple, on remarque que l'entreprise a fait un chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, de 1 million de dollars. Si vous avez 1 million de dollars le mois passé, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à plus de revenus pour l'entreprise? Ce qu'on fait, c'est qu'on va vérifier dans les données, au niveau des comportements du client, au niveau des comportements du marché, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour augmenter le chiffre d'affaires. Du coup, on va analyser, comme j'ai dit, les données du revenu. On vérifiera par exemple des notions de saisonnalité. On vérifiera les différents prix par rapport à différents secteurs, à différents milieux. Et après, on verra le trafic généré, on verra la fréquence d'achat des clients. Et c'est sur base de tous ces éléments qu'on va faire des analyses pour déterminer que ici il y a une opportunité ou ici il n'y a pas d'opportunité. Et en tant que data analyst, et même dans le marketing, un élément clé, c'est savoir en fait faire ce qu'on appelle la segmentation des clients. Quand on segmente bien les clients, on sait très bien les gérer de manière particulière afin vraiment d'avoir une stratégie adaptée au segment client afin d'augmenter le chiffre d'affaires. La question que j'aimerais bien savoir, parce que quand on parle avec les data analysts qui travaillent dans le marketing, ils parlent généralement de stratégie data centrée sur les clients. Du coup, ma question est de savoir c'est quoi la stratégie data centrée? Ouais, donc, quand on a une stratégie data centrée, en vérité, ce qu'on veut dire, c'est que avant de prendre une décision, avant d'orienter l'entreprise vers une direction précise, on se rassure au fait que les données appuient la décision. C'est quelque chose qui s'est vraiment répandu, surtout à l'ère du big data actuel. Surtout dans les grandes entreprises, on veut des éléments factuels, des éléments qui vont nous mettre en confiance, des éléments scientifiques qui nous attestent que nous sommes dans la bonne direction. Du coup, pour faire cela,
on interroge les données. Quand on parle des stratégies data-centrées, c'est-à-dire que cette stratégie qu'on a est appuyée sur des données que nous avons su exploiter. Nous avons remarqué que sur les données, nous avons, durant, par exemple, le mois de septembre, une forte augmentation du trafic des ventes, par exemple. Les données nous attestent cela. Et sous base des faits que nous voyons sur les données, nous prenons une décision, par exemple. Ou encore, il y a des études qui sont faites qui, par exemple, en matière de RH, qui montrent une certaine tendance RH au niveau du recrutement, au niveau des compétences. Quand on a ces données factuelles-là, on sait orienter les décisions managériales de l'entreprise. Donc, c'est vraiment pour dire que les décisions, la direction de l'entreprise est guidée et orientée par les données qu'on a su exploiter. Exploiter sur les clients. Il y a l'autre terme, c'est les managements de valeur des clients. Yes. Ouais, ça, c'est vraiment important dans le marketing et ça intervient souvent à la phase des maturités du produit, lorsqu'un produit est arrivé à maturité. Euh, c'est même ce qu'on appelle en anglais le Customer Value Management. Donc, on gère la valeur du client, on manage la valeur du client. Par exemple, on lance un produit, vous lancez un produit, par exemple, des bonbons. Vous lancez des bonbons, vous avez fait votre go-to-market, vous avez vendu. Maintenant, le produit sur le marché a généré des ventes, il y a eu un pic, etc. Mais à un certain niveau, on remarque que quand le produit est à maturité, ça stagne. Ça atteint une valeur, disons, plus ou moins stable de vente journalier du produit. Maintenant, quand on parle de la gestion de la gestion de la valeur du client, là, en fait, on vient regarder chaque client de manière individuelle et on cherche à voir comment augmenter sa valeur personnelle. Si le client individuellement avait l'habitude de générer 10 dollars par mois à l'entreprise, la question que l'entreprise va se poser, c'est comment, du point de vue du revenu, comment faire en sorte que le client puisse quitter de 10 dollars par mois à 11 dollars par mois, à 12 dollars par mois. C'est ce qu'on appelle l'upselling. On upsell le client. Ou encore, si ce n'est pas orienté revenu, on va regarder au niveau de l'expérience client, comment optimiser l'expérience du client par rapport au produit qu'il est habitué à souscrire dans l'entreprise. Donc, c'est comme ça qu'on parle vraiment de Customer Value Management. On gère la valeur du client pour l'emmener à générer un peu plus d'argent. Et le chiffre d'affaires qui semblait avoir atteint un plafond pourra augmenter davantage, vu que chaque client individuellement, ceux qui avaient 10 dollars passeront peut-être à 11 dollars par mois, ceux qui étaient à 6 dollars passeront à 7 dollars, etc. Et c'est comme ça que dans la globalité, le revenu connaît une croissance. OK. Donc, vous étudiez les clients. Exactement. Et, OK. Donc, chaque client, dans son individualité, on cherche à comprendre son comportement. Comment est-ce qu'il est? Quelles sont ses habitudes? Qu'est-ce qu'il a l'habitude d'acheter? Quel temps est-ce qu'il a l'habitude de passer, par exemple, en train d'utiliser le produit? Qu'est-ce qu'il dit après avoir utilisé le produit? Qu'est-ce qu'il fait après avoir utilisé le produit? Quelles sont ses habitudes? À quelle heure il utilise le produit? Par exemple, le matin, quelle est sa fréquence d'utilisation du produit? Le soir, quelle est sa fréquence d'utilisation du produit? Vous voyez toutes ces questions vraiment détaillées pour comprendre comment est-ce qu'on peut lui apporter plus de valeur et pour qu'en retour, lui aussi nous apporte plus de valeur. Donc, le but d'abord, c'est de faire plaisir au client. Exactement. Et le plaisir là, que vous allez faire au client doit vous ramener quelque chose. Exactement. Parce qu'en marketing, on ne fait jamais rien pour rien, surtout... en fait, maintenant, le data analyst, quand il vient, il donne des éléments factuels au management. Il dit, le client a l'habitude de faire ça. Et du coup, soit lui, il peut donner une proposition, soit le management, en regardant cela, peut avoir une idée, une proposition en disant, nous pouvons ajouter tel autre élément, ce qui va avoir comme effet de satisfaire davantage le client, et lui, il va nous rapporter un peu plus de revenus. Voilà. Donc, ça vous arrive souvent de défendre vos idées, vos idées factuelles. Exactement. Donc, ça vous arrive souvent de défendre ça parce que généralement, les managers ne sont peut-être pas techniques comme vous. Est-ce que ça vous arrive de défendre ça parce que lui, il voit les marchés de sa manière, mais les données ont donné d'autres analyses? Est-ce que ça vous arrive vraiment de défendre vos analyses? Oui,
Nous avons parlé des stratégies data-centrées. OK. C'est-à-dire que toutes les stratégies sont basées sur les données. OK. Du coup, lorsque le data analyst récupère les données qu'on lui a données par le data ingénieur, interprète les données, analyse, fouille en profondeur ces données et qu'il trouve des enseignements utiles, il obtient ce que j'appelle des arguments. Plus il obtient des insights, plus il y a des arguments pour étayer une hypothèse ou un autre, ou une autre. Donc, du coup, ces données sont des banques d'hypothèses, sont des banques d'enseignement qui ensuite, quand on va au niveau du management, le management maintenant, lui, il va écouter qu'est-ce qui se passe dans son entreprise, au niveau des clients, au niveau du marché, qu'est-ce qui se passe réellement, quels sont les arguments qui peuvent étayer telle action business ou telle autre action business. Si on veut, par exemple, lancer un produit dans un nouveau secteur, on veut lancer un nouveau produit, par exemple, dans un coin reculé. Du coup, si on a pu récolter des informations sur le lieu, on aura des arguments qui peuvent étayer l'hypothèse sur laquelle il faut y aller ou pas. Donc, du coup, il y a souvent le cas où en fait, le data analyst est en contact direct avec la personne business ou même avec le décideur, que ce soit le directeur ou bien le directeur de direction ou bien le directeur général, pour en fait lui montrer factuellement pourquoi est-ce qu'on devrait aller dans ce sens et non dans l'autre sens. En tout cas, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire par là. Je comprends parfaitement. Mais il y a eu une question. Je ne sais pas si c'est une question, mais j'avais une fois entendu parler de ça. Ouais, une discussion. Hein. Les gens étaient en train de discuter sur les informations qu'ils donnent dans les supermarchés. Les gens se disaient pourquoi il faut donner ces informations-là, ainsi de suite. Moi, je me suis dit, bon, peut-être sûrement c'est pour analyser, lancer des campagnes, ainsi de suite. Mais selon vous, lorsqu'ils récupèrent ces informations-là dans les supermarchés, comment ils peuvent utiliser ça? Mettez-vous dans la peau d'un data scientist dans un supermarché. Vous avez déjà récupéré les données de tout le monde, les numéros de téléphone, les adresses, ce qu'ils achètent souvent, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ces données-là? OK. Bon, premièrement, d'un point de vue légal, hein, quand une entreprise commence à collecter les données, il a une forme de responsabilité envers ces données. Et du coup, déjà, c'est par consentement volontaire que le client donne ses données à l'entreprise. Maintenant, l'entreprise, quand il s'est décidé de commencer à récolter les données, c'est parce qu'il sait qu'il veut orienter sa stratégie par rapport à ce qui se passe factuellement dans son supermarché. Du coup, le supermarché en question, quand il collecte, il a accès à un éventail d'informations. Par exemple, si j'étais data analyst dans un supermarché, de manière factuelle, quelles sont les informations que cela peut rapporter au supermarché? Premièrement, quand le supermarché a vos informations de contact, c'est qu'ils peuvent vous contacter. Premièrement, c'est ça. Ils peuvent vous contacter. Vous leur avez donné l'autorisation de vous contacter. OK. Et s'ils peuvent vous contacter, c'est qu'ils peuvent vous adresser une campagne ciblée, propre à vous. OK. Maintenant, si vous achetez à chaque fois dans le même supermarché, eux, ils peuvent savoir que vous avez l'habitude d'acheter tel produit, tel produit, tel produit. OK? Et du coup, ils peuvent savoir, par exemple, ils peuvent avoir certaines informations pour orienter même leur stratégie de disposition de produits dans les supermarchés. S'ils remarquent que la majorité des clients qui viennent acheter tel produit dans mon supermarché achètent aussi tel autre produit, ça informe le supermarché que non, tel produit et tel produit ne doivent pas être éloignés, afin de maximiser la vente des deux produits. Ceux qui achètent, par exemple, les brosses à dents sont souvent ceux qui achètent aussi, disons, Colgate, par exemple. Je dis n'importe quoi. De manière intuitive, nous, on peut savoir que ces deux-là sont fortement liés, mais il y a d'autres produits où, en fait, on ne soupçonne pas forcément. Du coup, quand on regarde les données, on peut savoir que tel produit, les clients qui achètent tel produit achètent aussi généralement. En fait, maintenant, on chiffre ça de manière statistique. On fait les statistiques, on regarde. L'information qu'on peut avoir, c'est que 70% des clients qui ont acheté tel produit au mois de mars ont aussi acheté tel autre produit dans le même mois de mars ou peut-être le mois suivant.
Maintenant, ces informations donnent à l'entreprise la capacité, la possibilité de pouvoir disposer différemment les produits selon les rayons dans les supermarchés. Mais aussi, vu qu'ils savent quelles sont vos habitudes de consommation, le jour où ils auront un produit proche de la date de péremption, ils pourront se dire, ah, ok, comme nous avons un produit qui va bientôt périmer, nous allons lancer une promotion où, en fait, nous allons broadcaster, nous allons informer à tous les abonnés qui avaient l'habitude d'acheter tel produit dans le passé que le produit est en solde, que le produit est en promo. On l'a réduit à 50% de promo pour qu'ils puissent revenir acheter. Maintenant, toutes ces actions qu'ils peuvent faire, mises ensemble, après avoir maintenant commencé à récolter les données et les analyser, ils sont maintenant capables de faire un peu plus de chiffre d'affaires par rapport à la période où ils n'avaient pas toutes ces informations. Parce qu'ils ont une stratégie où ils sont beaucoup plus proches de chaque client. Ils connaissent chaque client et ils savent comment augmenter la valeur de chaque client et globalement du supermarché. OK. Alors par là, je comprends que lorsqu'on donne nos informations, ça aide vraiment le supermarché à mieux organiser leurs affaires, Exactement. mieux ranger les histoires, Oui. le produit. Ils peuvent même savoir quel est le produit que nous devons commander pendant cette période et non telle autre période. Ah OK, voilà pourquoi même il y a de promotions de tel produit pendant telle période, pendant telle autre période. Même C'est tu verras, certains supermarchés peuvent lancer une promo, mais l'autre n'a pas. C'est-à-dire, c'est le même supermarché, mais celui qui se trouve dans telle commune a la promo, dans l'autre commune, il n'y a pas cette promo. C'est juste parce que le supermarché qui est dans telle promo, connaissant les habitudes des consommateurs de telle OK. commune, ils savent que non, pour nos consommateurs, nous devons lancer la promo sur tel produit. Nous, ça va nous augmenter le chiffre d'affaires. Mais si l'autre faisait la même chose, il pouvait ne pas gagner plus d'argent. Il pouvait même détruire sa valeur. Du coup, après avoir analysé les données des habitués, on peut facilement créer ce genre de stratégie. En tout cas, merci beaucoup. C'est extrêmement clair. Je pense que les gens qui débattaient sur ça, c'était dans un bus. Je pense qu'ils vont écouter et ils vont comprendre le pourquoi. Donc, ce n'est pas seulement pour le supermarché, mais c'est aussi pour vous, les clients, pour vous aider à optimiser votre, comment on appelle ça? Votre panier, Votre panier, voilà. Optimiser votre panier. Mais ce n'est pas le mot que je cherche. Je cherche plutôt l'expérience client ouais. dans les supermarchés. C'est Ouais. plus pour ça, c'est pour vous. Ouais, même le temps que passe un client dans un supermarché peut aussi être optimisé. Si avant il faisait 10 minutes dans le supermarché, si on classe bien les aliments, il peut faire 5. Au lieu de beaucoup tourner dans le supermarché, quand on classe bien, Ouais. tu vas faire moins de temps. Donc, c'est aussi pour votre bien. Mais il y a aussi un terme qu'on utilise généralement pour le data scientist, analyste plutôt. Il parle généralement sur la corrélation et la causalité. Oui. Effet. Je crois que c'est quand même un peu technique. Si vous pouvez nous expliquer ça, parce que je pense qu'un bon data analyst qui veut se former là-dedans, ces deux termes reviennent souvent, en tout cas, Oui. dans la formation. Alors, je dirais la corrélation et la causalité, c'est des termes qui souvent sont utilisés dans les mêmes. Je ne sais pas si vous pouvez un peu nous expliquer avec notre exemple des supermarchés pour aider les gens à comprendre. OK. On a deux produits. Si on remarque par exemple que les ventes, c'est-à-dire lorsque l'entreprise enregistre une hausse en termes de chiffre d'affaires de tels produits, on remarque toujours que l'autre produit aussi réalise aussi une hausse de chiffre d'affaires. Là, on a une corrélation. Parce que lui, il augmente, lui aussi, il augmente. Maintenant, la question qu'on doit se poser après, mais est-ce que l'un cause l'autre? Souvent, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce que l'un augmente que ça cause la croissance de l'autre produit. C'est souvent parce qu'il y a un facteur tiers, indépendant de ces, plutôt, qui est en relation avec les deux, qui peut causer maintenant que ça puisse croître. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, vous avez la saison. La saison, par exemple, il pleut. Quand il pleut, les gens vont peut-être acheter des parapluies. Maintenant, il y a causalité entre la pluie et la hausse de la croissance de l'achat des parapluies.
Maintenant, lorsque les gens achètent le parapluie et que les gens achètent, je dirais, des serviettes, peut-être que les gens se mouillent trop, je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi, parce que les gens achètent des parapluies. Les gens aussi achètent beaucoup des serviettes, par exemple. Mais les parapluies ne causent pas les serviettes. Non. Et c'est plutôt la pluie qui cause et l'achat des parapluies et l'achat des serviettes, par exemple. Ah. Tu vois ce que je comprends. Ouais, je comprends Exactement. parfaitement. Si on fait la confusion, on peut prendre des mauvaises décisions, surtout si on confond la causalité. C'est-à-dire, si on met un effet de causalité à la place d'un effet de corrélation, on peut détruire un business, malheureusement. Ah, ok. Donc, c'est vraiment important, très, très important. J'ai envie de poser encore beaucoup de questions, mais le temps, le temps, le temps nous cause vraiment, vraiment défaut. Mais je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Mais les deux dernières questions ne peuvent pas manquer. La question, c'est la question que je pose d'ailleurs à tout le monde, c'est sur si mettez-vous vraiment à la place de quelqu'un qui mettez-vous à votre place il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et conseillez le vous d'il y a 5 ans. Qu'est-ce que vous direz au vous d'il y a 5 ans? Simplement pour dire, les gens qui sont en train d'apprendre à votre niveau il y a 5 ans, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Si je pouvais parler au jeune moi de l'époque, je lui dirais de tenir bon. Déjà par rapport à chaque métier, les métiers ne sont pas faciles. Il doit se préparer par rapport à ce qu'il attend demain. Et toutes les certitudes qu'il a ne sont pas forcément avérées. Dans le sens où tu peux t'attendre à vivre une expérience dans 5 ans. Tu t'attends à ce que le marché soit de telle manière dans 5 ans. Ça peut ne pas arriver. Du coup, il y a ce qu'on appelle il faut être téméraire, il faut être assidu, il faut être résilient. Il faut avoir ce qu'on appelle la compétence qu'on appelle l'adaptabilité, savoir s'adapter par rapport à chaque chose, mais surtout aussi au mieux de regarder les tendances, quels sont les métiers qui seront en vogue dans les jours à venir. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons la révolution de l'intelligence artificielle. Il y a certains métiers qui sont en train d'être transformés. Du coup, il faut aller dans le sens de la transformation des données, des métiers, regarder les tendances des métiers et déjà prévoir 5 ans à l'avance quel est le métier qui sera en vogue et de trouver comment s'orienter et se perfectionner par rapport à ces métiers-là. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez bien entendu. La dernière des dernières, c'est si je Data Talk, ou je dois, mais Data Talk, si on doit inviter quelqu'un sur les plateaux, selon vous, on doit inviter qui? Le secteur de l'éducation me tient particulièrement à cœur. Déjà, il y a des pays qui ont intégré dans leur stratégie de développement le fait que les étudiants, les jeunes, les enfants doivent se familiariser au monde du numérique et même particulièrement à l'intelligence artificielle. Et qui parle d'intelligence artificielle parle aussi de la data, des données. Donc, du coup, s'il faut inviter quelqu'un, moi, je recommanderais la ministre de l'Éducation nationale, Madame Mineta Raissa Malou. Merci beaucoup, Madame la ministre. C'est une invitation pour vous. Nous espérons que nous allons vous interviewer bientôt dans notre podcast. Merci beaucoup, M. John. C'était très intéressant. Et nous espérons aussi vous voir très prochainement pour parler d'autres choses. Je sais que vous avez beaucoup de casquettes. Vous n'êtes pas que data analyst. Nous espérons vous retrouver très bientôt et très prochainement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Data Talk. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Data Talk, parlons data, parlons futur.